Bonjour et bienvenue à la librairie Lamartine. Vous le savez, hélas, depuis quelques jours, toutes les librairies françaises sont fermées au public, mais heureusement, nous avons la possibilité encore et toujours de lire et surtout de commander des ouvrages auprès des différentes plateformes collaboratrices des libraires indépendants, Paris Librairie pour Paris, mais surtout sur le site de la librairie Lamartine, puisque vous y êtes et que dans quelques instants, nous aurons le plaisir, confiné soit, mais nous aurons le plaisir de dialoguer avec l'auteur de ce remarquable et fabuleux, je vais y arriver, premier récit qui s'appelle La collection disparue, publié tout début septembre aux éditions Stock. Récit parce que, comme le dit si bien l'auteur, tout est vrai à l'intérieur. Alors la collection disparue, ça naît d'un hasard. Pauline Bert de Pérignon, qui n'est pas une historienne de l'art, elle le précise, qui n'est pas une enquêtrice professionnelle, un jour, lors d'une discussion avec un lointain cousin, est évoqué le fait que son arrière-grand-père, banquier d'origine allemande et juive, né en 1880, est venu en France, grand spécialiste de l'art, grand connaisseur, grand esthète, grand amateur et surtout collectionneur des impressionnistes, avait une fabuleuse collection. Quid de cette collection? Elle-même n'en a jamais entendu parler. Elle commence à enquêter, rapidement elle découvre que suite à la crise de 29, dans les années 30, son arrière-grand-père a vendu, il est vrai, ou fait des donations d'un certain nombre de ses œuvres, mais un grand nombre était encore chez lui, dans un appartement, avenue Foch. Elle continue son enquête et découvre qu'en effet, il fait hélas lui aussi partie des Juifs dont les biens, et notamment les œuvres d'art, ont été spoliés par le régime de Vichy et le régime nazi. Elle entame cette enquête qui très rapidement va devenir une quête un peu personnelle puisque c'est l'histoire de sa famille. Et justement, aux innocents les mains pleines, elle va finalement arriver à retrouver la trace, un certain nombre d'œuvres et notamment un Tiepolo, un petit dessin de Tiepolo. Tiepolo, c'est un des grands maîtres de la peinture italienne. Et ce petit Tiepolo, après être parti en Allemagne, s'était retrouvé au Louvre. Voilà, un peu par hasard et jamais aucune tentative pour retrouver les ayants droit avait été faite. Donc la collection disparue, c'est un ouvrage qui se lit vraiment de façon comme une enquête policière quelque part, mais avec un petit plus puisque tout est vrai comme elle le dit et que surtout on apprend plein de choses tant sur l'art que sur cette époque trouble de la collaboration et des années 40. On apprend aussi que parfois dans les familles, les choses disparaissent aussi avec le temps, c'est-à-dire une certaine mémoire. Donc je ne saurais trop vous conseiller cet ouvrage, premier récit de Pauline Bert de Pérignon, publié aux éditions Stock. C'est passionnant, palpitant, c'est à lire, à commander, à click and collecter, à offrir pour Noël par exemple. Alors bonjour Pauline Bonjour Bert de Jérôme. Pérignon, pour votre tout premier roman qui n'est pas un roman, qui en fait est un récit. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur la genèse de ce récit? Je crois savoir, pour avoir lu des interviews, que ça fait très longtemps que vous écrivez, vous travaillez en plus sur des ateliers d'écriture, dans le cinéma, vous écrivez en fait, c'est votre passe-temps et votre métier tout le temps. Mais, semble-t-il, le passage au récit, ou en tout cas à quelque chose de plus construit, était difficile. Est-ce que vous pouvez nous parler juste de la genèse de la collection disparue? Oui, merci pour cette question parce que c'est très compliqué pour moi d'arriver à finir un livre.
participé à l'écriture de scénarios, coécrit un ouvrage, mais je ne trouvais pas un sujet qui me porte suffisamment pour aller au bout de l'écriture d'un manuscrit. Et là, finalement, c'est l'enquête qui a précédé l'écriture. Par hasard, bien qu'il n'y ait pas vraiment de hasard dans la vie, je crois, j'ai rencontré ce cousin qui m'a dit qu'il y avait une histoire incroyable dans notre famille liée aux spoliations pendant la guerre et un arrière-grand-père collectionneur qui était un héros de récits, je crois, formidables. Et donc c'est en suivant la trace de cet arrière-grand-père que j'ai fait cette enquête. Et ensuite, j'ai pu écrire cette histoire beaucoup plus facilement que tout ce que j'avais essayé de faire jusque-là. Vous parlez d'enquête, c'est ce que justement j'ai beaucoup aimé dans ce récit, donc qui est un premier récit, c'est que ça se lit presque comme un très très bon roman policier. C'est-à-dire on suit l'enquête et évidemment je vais faire un jeu de mots facile que je fais quasiment à chaque fois. De l'enquête, on passe à un moment à une quête plus personnelle. Alors, votre arrière-grand-père, pardon, Jules Strauss, grand collectionneur, mécène, qui avait, semble-t-il, une sublime collection jusqu'aux années 30, qu'il a vendu en partie, qu'il a donné en partie, et puis, comme vous dites, la spoliation à partir de 1940. Mais visiblement, c'est pour ça que je parlais d'enquête et de quête, c'est une histoire qui n'était pas taboue, mais qui était non dite. Oui, c'est là où c'est curieux, mais c'est le cas dans beaucoup de familles. Je crois surtout sur des drames liés à la guerre. On n'en parlait pas du tout chez moi. Et on ne parlait pas non plus de cet arrière-grand-père. Donc oui, c'est une enquête parce que je ne savais rien de sa vie. Je ne savais rien de sa collection. Double découverte d'une collection incroyable d'impressionnistes et découverte aussi de la période de l'occupation où il a été spolié par les nazis, où il a dû déménager 2 fois de chez lui. Donc découverte à la fois des beautés de sa collection et des drames qu'il a vécus pendant la guerre. Et puis c'est vrai que mon père a disparu il y a 20 ans, ne m'avait rien raconté, donc il a fallu aller interroger des gens, ce qui n'était pas très facile parce que les témoins ont 95-90 ans et avaient peu de souvenirs. Eux-mêmes ne savaient pas, en fait, ma tante ne savait pas qu'ils avaient été spoliés pendant la guerre, mais elle se souvenait de certains tableaux qu'elle avait vus dans son enfance. Et c'était très émouvant l'écouter me raconter ses souvenirs d'enfance. Alors il y a 2 aspects intéressants, il y a justement cette enquête et puis il y a aussi le personnage de Jules Strauss qui même de son vivant donc, était un grand collectionneur notamment des impressionnistes. Donc pour les lecteurs, c'est vrai qu'on y croise Degas, Manet, Sisley, ils y sont tous. De son vivant en plus c'était un vrai passionné parce qu'il y a une chose qui pourrait presque paraître anecdotique. Mais pour des conservateurs ou pour des gens passionnés d'art, c'est le don qu'il a fait de cadres. Moi, c'est anecdotique, mais je trouve ça magnifique. Oui, j'ai dit des choses sur lui, je pense. Vous pouvez nous raconter un petit peu ces cadres du Louvre Oui, alors, donc j'ai récupéré des carnets de collectionneurs. J'avais cette chance-là, moi, dans ma recherche, c'est que mon arrière-grand-père gardait tous ces carnets où il notait ce qu'il achetait et ce qu'il collectionnait, d'où ça venait, où il l'avait trouvé. Et puis sur une page, j'avais écrit 60 cadres donnés au Louvre. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, pourquoi donner des cadres au Louvre? Qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai remis cette recherche à plus tard et un jour, je me suis dit, bon, je vais aller au Louvre, je vais aller regarder ces cadres. Moi, ça me disait rien, ça ne m'intéressait pas beaucoup des cadres. J'y connaissais rien non plus. Et je me suis retrouvée dans la salle de Léonard de Vinci, des plus beaux maîtres italiens de la Renaissance. Et tous les tableaux que je connaissais par cœur, enfin que tout le monde connaît, la Belle Ferronnière, par exemple, étaient recadrés par mon arrière-grand-père. Et c'était écrit nulle part, et c'était pas grave, parce qu'en fait, c'était le sens de ce geste. C'était un geste complètement désintéressé et généreux, parce qu'avant lui, tous les tableaux étaient encadrés de la même manière. Ça, c'est amusant aussi, parce que ça dit des choses sur l'évolution d'une époque. Enfin, puis l'évolution de l'histoire de l'art. Donc, c'était que des cadres empires, et lui a proposé, il n'est pas le seul, hein, j'imagine, mais ça engendrait toute des changements qu'on encadre dans le goût du tableau et de son époque. Oui. Très important. Voilà, donc je me suis retrouvée face à ce don dont je ne comprenais pas tout à fait le sens, mais c'est pas grave, ça disait des choses sur ça. Et vous avez été pas mal aidé, pas mal accompagné, et notamment, alors je ne suis pas le premier à avoir remarqué ça, mais notamment par des femmes. Des femmes conservatrices, des spécialistes. Moi, je n'avais pas remarqué, et en relisant, et quelqu'un a fait la remarque, c'est vrai qu'il y a et je me demande si les femmes et la transmission, il n'y a pas quelque chose à voir. Parce que c'est une femme, ce sont les femmes de ma famille, en tout cas ma tante qui m'a raconté, une femme chercheuse qui m'a aidée, toutes ces femmes avaient envie quand même
qu'il y ait une justice, une réparation, que l'histoire soit connue. C'est vrai, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais j'imagine que non. J'espère que une heureuse coïncidence peut-être. On est devant un rayon de littérature poche, notamment, alors il y a plein de petites citations d'auteurs, vous citez Romain Gary, voilà, je peux le montrer, il est à côté de moi, et notamment il y a une rencontre forcément littéraire qui vous est de quelqu'un qui a connu cette époque. Voilà, il est un petit peu plus bas. Il a connu, il est né voilà, juste après-guerre, mais toute son œuvre traite de cette époque. Qui est époque. Patrick Modiano. Et justement, en quelques mots, qu'est-ce qu'il vous a dit, Patrick Modiano? Patrick Modiano. Et comment vous l'avez rencontré? Alors, j'avoue que je le connaissais un tout petit peu parce que mon frère, Édouard Baird, est comédien et avait joué Un pédigré. Un pédigré, c'est le récit le plus autobiographique de Modiano, où il parle de sa jeunesse et aussi de l'histoire de son père pendant la guerre, de l'occupation, des époques un peu troubles et des gens qui étaient à la lisière comme ça entre la collaboration et le marché noir, etc. Donc, je le connaissais un tout petit peu, mais évidemment, j'étais très intimidée. Il venait d'avoir le prix Nobel et je le croise dans la rue et je me suis dit, si je ne l'aborde pas aujourd'hui, j'oserais jamais. Et très étonnamment, il n'a pas hésité une seconde. Je lui ai dit tout de suite, je fais des recherches sur mon arrière-grand-père Jules Strauss, qui habitait 60 avenue Foch, et on n'a pas parlé d'autre chose. Il m'a dit, oui, 60 avenue Foch, c'est là que les SS se sont installés. Kurt Mollaz, un agent SS, habitait là. Mais comme si, en fait, le fait qu'il n'hésite pas une seconde, il était à la fois là et à la fois dans le passé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Comme si je parlais d'un truc évident, en fait. Et tout à coup, il y a des espèces de tunnels dans le temps, comme ça, entre le passé et le présent, qui était assez sidérant pour moi. Et grâce aussi à cette information, j'ai énormément avancé parce que ce Kurt Mollaz, il est assez peu connu quand même, il n'y a pas des tas de bouquins sur lui, mais j'ai retrouvé sur Internet la date de la réquisition. Ça prouvait que mon arrière-grand-père n'avait pas déménagé juste parce que c'était trop grand, comme on racontait dans ma famille, mais aussi parce qu'il était chassé de chez lui. S'il y avait ce nazi important chez lui qui avait qu'est-ce qu'il avait fait? Non, il avait invité des gens le tout Paris de la collaboration dont parle beaucoup Modiano, les grands industriels de l'époque. Donc voilà, tout ça finalement appuyait un peu les doutes que j'avais et c'est grâce à lui que j'ai énormément avancé. Et puis surtout, c'était très touchant en fait de comprendre qu'il vit aussi dans cette période. Et oui, c'est vrai que j'y connais rien et je voulais aussi dire à des gens qui font des recherches sur leur famille, souvent, maintenant j'ai plein de gens qui me disent « Ah, moi je sais rien sur ma grand-mère, je sais rien sur mon grand-père ». Et je suis très heureuse de pouvoir partager avec eux un peu les tuyaux, les endroits où je suis allée, les démarches. Et je crois que c'est en le faisant soi-même que ça marche. Parce qu'on est porté par l'histoire de sa famille et on a un instinct du coup. Moi c'est très curieux quand même, à chaque fois que j'arrivais dans un endroit, j'y connaissais rien, je trouvais quelque chose. Pas forcément ce que j'étais venue chercher, mais... Donc je crois qu'il faut le faire soi-même, il ne faut pas le confier à quelqu'un d'autre. Et c'est passionnant parce qu'on découvre des choses sur sa famille, sur l'histoire de France, sur qui on est aussi, de quelle histoire on vient et pourquoi il y avait un silence là-dessus. Donc c'est vraiment... oui, c'est une enquête qui peut se transformer en quête identitaire pour tout le monde, j'espère. Et justement, cette enquête et cette quête, en fait, vous avez quand même abouti à des choses. Donc je vais parler du fameux Tiepolo. C'était en 2017, je crois, la ministre de la Culture de l'époque, Azoulay, vous a remis, entre guillemets, à l'ensemble des descendants. Donc ce tableau de Tiepolo, qui est le premier retrouvé, en fait, et qui était... Alors ça, c'est une histoire assez incroyable parce que ce dessin... Vous nous la racontiez. Alors, en 2 mots, et sans vous ennuyer, après la guerre, j'essaie de résumer, c'est pas simple, et je suis pas historienne en plus. Donc, on a récupéré en Allemagne 1200 œuvres qui avaient été spoliées et qui étaient conservées là-bas et qui ont été rapportées en France et déposées dans les musées à titre de dépôt. Ça s'appelle les MNR. Il y a eu déjà des scandales un peu là-dessus parce que, en fait, très peu ont été rendus aux familles. Pour diverses raisons, les descendants les survivants étaient peu nombreux. C'était difficile parfois de les identifier. Et puis il y a aussi une petite mauvaise volonté parfois des musées qui aimaient bien garder les œuvres et les exposer et pas toujours les rendre. Et puis plus le temps passe, plus c'est difficile. Parce que moi, j'ai retrouvé ces carnets de mon arrière-grand-père, mais vous imaginez comment savoir qui avait quoi, etc. Donc il y a encore toutes ces œuvres qui n'ont pas été rendues. Et moi, j'avoue, j'étais un peu scandalisée parce que quand j'ai vu que même moi, j'arrivais à retrouver la trace de ce dessin, je me dis pourquoi est-ce qu'on n'unit pas tous nos efforts pour en finir avec cette histoire en 3 ans?
Bon, apparemment, c'est pas encore complètement fini. Et donc, ce dessin était gardé au Louvre. Le Louvre, dans lequel mon arrière-grand-père allait tout le temps, puisqu'il avait donné ses cadres, puisqu'il avait fait des dons de dessins, de tableaux. Donc, je pense qu'ils auraient pu nous retrouver. Et je trouvais qu'il y avait une injustice quand même de ce donateur dont on gardait le dessin, qui avait été volé et qui n'a jamais été rendu à la famille, jusqu'à ce que je le réclame. Et là, j'ai dû assembler des tonnes de preuves pour le demander. Il suffisait pas de dire « je suis l'arrière-petite-fille ». Il fallait prouver qu'il lui avait appartenu. Il fallait expliquer comment il avait été volé, dans quelles circonstances. Il avait été destiné au musée d'Hitler, le musée de Linz, parce que Hitler pensait construire un beau musée. Voilà. Oui, et votre arrière-grand-père est mort en 1943, donc en plus, il ne pouvait pas, même si c'était auparavant un habitué à un visiteur oui, régulier mais bon, il y du Louvre, avait sa femme qui lui a survécu et qui avait écrit dans son carnet « manque » en rouge. Donc en fait, c'est grâce à ce carnet et à cette mention de mon arrière-grand-mère que je l'ai récupéré comme preuve. Mais c'est vrai que c'est un peu frappant, en fait, cette ingratitude du musée, j'avoue. Et alors, il y a plein de choses, donc, comme je disais, qui traversent, parce que c'est un récit qui se lit facilement, enfin qui se lit avec plaisir et facilement, mais en fait, un peu à l'image de votre enquête, il y a plein de petites portes ouvertes, plein de questionnements. Donc il y a les questionnements sur l'art, sur la spoliation, sur Vichy et ce que la Gestapo française a pu faire. Ça j'ai toujours pas résolu. Il y a aussi des questions alors qui sont moins torturées ou moins difficiles, mais des questions sur la famille. Pourquoi dans une famille, à un moment donné, c'est pas qu'on oublie, mais on en parle moins, ou parce que vous, mais vos frères, toute votre famille, en fait, vous connaissiez l'existence de ce grand arrière-grand-père, mais finalement... Mais non, on ne posait aucune question. Voilà. Ouais, c'est curieux. Parfois, il y a des silences et des loyautés à ces silences. On sent qu'il y a un sujet un peu pénible, donc on ne pose pas trop de questions. Puis il y a un âge aussi, je crois. À 20 ans, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je dois avouer, c'est plus tard que ça m'a passionné. Est-ce que ça y est, le blocage, si je peux me permettre, est passé? Est-ce que vous allez soit continuer sur toujours ces secrets de famille ou sur cette spoliation, en tout cas sur ce secret, sur cette disparition, sur cette enquête? C'est pas du Pérec la disparition, mais c'est la collection disparue. Oui, il y a beaucoup de c'est vrai. Est-ce que je vais continuer là-dessus? Exactement non, je crois pas de cette manière-là, mais c'est vrai que le sujet d'un collectionneur, l'âme des collectionneurs, ça me passionne. Le voyage des tableaux, ça m'intéresse. Les autres familles que j'ai rencontrées, qui ont chacune une histoire particulière, ça m'intéresse. L'énigme, par exemple, de la recherche du temps perdu, volée à Alexandrine de Rothschild, jamais réapparue, avec la plus belle dédicace de Proust dessus, ça m'intéresse. Donc il y a plein de sujets annexes qui me passionnent. Et conseiller d'autres familles, je le fais volontiers quand elles m'appellent, mais il y a des gens dont c'est vraiment le métier, qui sont chercheurs de provenance, comme Emmanuel Pollack, qui a écrit un livre sur le marché de l'art. Donc c'est pas vraiment mon métier. Mais je peux aider et partager mon expérience, parce que tout le monde m'a aidé à faire mon enquête, donc je veux partager à mon tour. Ce côté presque Lisbeth Salander pour faire Millennium. Ah, ça j'aimerais bien. Alors, sans le côté hacker et sans le côté... Je suis un peu moins bonne en Internet, j'avoue. Peut-être, mais voilà. Est-ce que justement ça, c'est... Voilà, moi je trouve ça plaisant, je trouve ça passionnant. Donc voilà, c'est, à mon avis... de beaux jours encore sont arrivés, donc je demande à tout le monde et j'insiste tout le monde en cette période de lire La collection disparue de Pauline Bert de Pérignon aux éditions Stock.